écoutez La Quintinée avec vous sur Radio Balafon. « 50 25 25 50 », c'est ce numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre spécialiste ce matin, le docteur Claude-Hector Mbia, gynécologue en service à l'hôpital La Quintinée de Douala. Femme enceinte et pré-éclampsie, comment est-ce que l'on peut éviter la catastrophe? Alors, on en reparle donc ce matin. Bon matin, Doc. Bonjour Gertrude. On l'a dit, on reparle avec vous de la femme enceinte, de la pré-éclampsie. C'est vrai que la semaine dernière, on revenait déjà sur la définition du mot pré-éclampsie. On va la redéfinir à nouveau et établir la différence entre pré-éclampsie et éclampsie. Merci Gertrude pour cette première question. Avant de vous donner la réponse, je tiens une fois de plus à remercier Madame le directeur de l'hôpital La Quintinée pour m'avoir choisi une fois de plus pour venir parler de cette thématique, cette pathologie qui est un problème de santé publique. Et merci également au PDG du groupe Balafon Média pour nous avoir permis de faire cette présentation à nouveau. Donc, pre-eclampsia is a disease that occurs in pregnant women from the 20th week of pregnancy, characterized by high blood pressure and presence of proteins in urine. Now, the difference between preeclampsia and eclampsia is that preeclampsia occurs before eclampsia. As we see, preeclampsia. So, eclampsia is the presence of high blood pressure in pregnant women as from the 20th week of pregnancy associated to proteins in urine, but with seizures or convulsions. D'accord. On n'a pas de convulsions dans le cas de la pré-éclampsie. Avec on a tous les autres symptômes, mais pas de convulsions. Par contre, dans l'éclampsie, lorsqu'on est devant un cas d'éclampsie, c'est qu'on a eu tous ces symptômes, à savoir la tension artérielle qui est élevée, la présence dans l'urine des protéines, c'est bien ça. C'est ça. Et tout cela, pour couronner tout cela, on a des convulsions. Oui, c'est ça. Là, on est en plein devant un cas d'éclampsie. Et c'est toujours bon à savoir, c'est parce que c'est un problème de santé publique qu'on en reparle ce matin. Et parce que c'est un problème de santé publique, on ne peut ne pas, docteur Claude-Hector, on ne peut ne pas revenir sur les chiffres de cette maladie au Cameroun. Parce qu'il y a lieu de s'alarmer. Oui, certainement. Voilà. Donc, la prévalence de la pré-éclampsie au Cameroun est élevée. Donc, elle est estimée entre 6,1 et 7,7% selon des études menées dans nos hôpitaux. En clair, ça veut dire que sur 10 femmes, on peut avoir sur 10 femmes enceintes, combien de cas on peut avoir? Sur 10 femmes enceintes, 1 à 2 peuvent faire une pré-éclampsie. Donc, il y a lieu de s'alarmer car la pré-éclampsie est la deuxième cause de mortalité maternelle, c'est-à-dire le décès des femmes enceintes autour de la grossesse. Donc, et elle est une cause majeure de morbidité et de mortalité fœtale. Par le passé, on n'avait pas des chiffres pareils. À partir de quand on a commencé à constater que la courbe est en train de grimper? Bon, disons que par le passé, la pré-éclampsie existait déjà, sauf que peut-être il y avait problème diagnostic. Donc peut-être c'était un praticien, parce que la définition que vous avez donnée tout à l'heure, c'est une définition la plus récente. Il y avait d'autres définitions par le passé. Qui était quoi par exemple? On est curieux de savoir. Bon, avant il y avait une définition qui disait augmentation de la tension artérielle chez la femme enceinte supérieure, si je me souviens bien, supérieure ou égale à 15 mm de la tension de base. La tension de base, c'est la première tension qu'on prend chez la femme enceinte au départ de la grossesse. Et à ce moment-là, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, la pré-éclampsie, elle peut survenir aussi en absence de protéines dans les urines, mais quand il y a autre chose, comme quand il y a une insuffisance rénale,
Ok. Il y a un incident rénal où il y a un autre organe qui est affecté, on considère une prééclampsie qui est les protéines dans les urines ou pas. Donc, si une patiente a une tension artérielle élevée, pas de protéines dans les urines, mais si elle convulse, c'est une prééclampsie qui s'est compliquée en éclampsie. D'accord. On a évoqué les chiffres au Cameroun. On a parlé d'une prévalence de 6%, c'est ça? 6 à 7% aujourd'hui. Oui. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque potentiels? Parce qu'on est en plein là dans la sensibilisation des masses, de ces millions d'auditeurs qui sont à l'écoute. Et c'est toujours bon de savoir ou alors de pouvoir informer les uns et les autres sur ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qui nous expose le plus. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque qui peuvent donc conduire à une prééclampsie? Bon, déjà, les facteurs de risque sont classés en 2 catégories. Il y a les facteurs de haut risque, il y a les facteurs de risque modéré. Donc, les facteurs de haut risque, nous avons les antécédents de prééclampsie. Donc, si une femme a déjà fait la prééclampsie, elle est à haut risque de la refaire à sa grossesse suivante. Donc, il y a les grossesses multiples, gémellaires, grossesse triple et autres. Il y a l'hypertension artérielle chronique avant la grossesse. Il y a le diabète de type 1 ou de type 2 avant la grossesse. Et la maladie rénale chronique avant la grossesse. Ce sont les facteurs de haut risque. Maintenant, les facteurs de risque modéré, nous avons la primiparité, c'est-à-dire le fait de tomber enceinte avant une première grossesse. Il y a l'obésité, il y a l'âge maternel supérieur ou égal à 35 ans, il y a l'intervalle entre les grossesses supérieures ou égal à 10 ans et les antécédents familiaux de prééclampsie. Donc, si par exemple votre mère a une prééclampsie, vous avez un facteur, vous êtes à risque modéré de le faire. On est quand même curieux de savoir, docteur Claude Hector, une femme qui a un espace ou alors des espacements trop grands entre les naissances. Vous avez parlé de 10 ans, c'est ça? 10 ans d'écart. Oui. Pourquoi elle est plus exposée? Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse, mais c'est décrit. C'est décrit dans la littérature que l'espace intergénésique long est un facteur de risque. Mais une explication pourquoi, pourquoi je ne saurais vous donner. Oui, pourquoi son cas particulièrement? Et est-ce qu'on en a pour les grossesses gemellaires? C'est parce que les enfants sont nombreux? Pourquoi elle aussi est plus exposée? Bon, déjà, ça fait partie des grands risques là-bas. Oui, ce sont les des grossesses gemellaires. Ce sont des facteurs de haut risque. Donc, il faut savoir que la prééclampsie ou l'éclampsie sont des pathologies hypertensives en grossesse. Et ces pathologies, jusqu'à ce jour, ne sont pas, sur le plan scientifique, ne sont pas encore compris à 100%. Donc, ce qui est connu sur le plan scientifique, c'est que c'est une mauvaise insertion du placenta. C'est ça qui est la cause de tout ça. Mauvaise insertion du placenta. Concrètement, ça veut dire quoi, insertion du placenta? Ça veut dire que le placenta est inséré dans la muqueuse utérine, c'est-à-dire la couche interne de l'utérus. Oui. Et maintenant, les vaisseaux de l'utérus, c'est-à-dire les artères, les veines et tout ça, sont censés se dilater pour permettre, c'est-à-dire augmenter le volume de la lumière, pour permettre à la circulation sanguine de la mère jusqu'au fœtus. Fluide. Oui. Or, dans la prééclampsie, il y a une mauvaise insertion et les vaisseaux maternels ne se dilatent pas assez. Donc, ils sont resserrés et la tension est donc élevée. Donc, il y a cette mauvaise perfusion utéroplacentaire de l'utérus vers le placenta. Ce qui fait qu'il y a une hypertension artérielle. Il y a des risques aussi de retard de croissance chez le fœtus et de complications fœtales. Lorsque c'est ainsi. Oui, de mort fœtale même, intra-utérine. Donc, tous ces facteurs sont des facteurs de risque. Mais on n'a pas toujours l'explication de pourquoi tel facteur. Parce que certaines femmes, quand les grossesses multiples, ne font pas de prééclampsie. Elles ne le font pas toutes, mais c'est juste un facteur de risque. 650 25 25 50, c'est à ce numéro de téléphone que vous pouvez échanger avec notre invité ce matin, le docteur Claude Hector Mbia. Nous parlons de prééclampsie, nous parlons de femmes enceintes. Comment est-ce qu'il est possible d'éviter la catastrophe? Eh bien, on a parlé des facteurs à risque. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop espacer les naissances, c'est cela?
S'il faut parler des attitudes, des bonnes attitudes, il ne faut pas trop espacer les naissances, mais on ne peut pas éviter d'avoir une grossesse gémellaire. Ça s'évite. On ne peut pas éviter. Ça s'évite pas. Une Ça grossesse s'évite, ouais. gémellaire. On est parfois obligé de donner naissance après 35 ans. Peut-être parce qu'on n'en a pas eu depuis. C'est ça. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas Voilà, éviter. il y a des facteurs, malheureusement, ce sont des facteurs à risque, mais qui ne sont pas toujours évitables. 6h50 au téléphone. Ce matin, on va peut-être prendre le premier auditeur qui se signale, Ibrahim. Non. 650 25 25 50. On l'a dit, une préoccupation en lien avec la thématique du jour. Notre invité, notre spécialiste se fera le plaisir et surtout le devoir d'apporter de la lumière à ce qui n'est pas tout à fait clair dans votre entendement au sujet de la thématique, bien sûr, de ce matin, qui porte, on l'a dit, sur la pré-éclampsie, la femme enceinte exposée à cela. Alors, on a dit tout à l'heure, on a parlé du moment du moment de la grossesse, auquel la femme enceinte est exposée à cette pathologie. C'est la 28e semaine, c'est bien ça? Non. Là, à partir de la 20e semaine. La 20e semaine. Oui, à partir de. Donc, À ça partir. peut survenir à ce moment-là. Voilà. Au téléphone, allô, bon matin. Oui, bonjour, madame. Comment je vous appelle, monsieur? C'est madame Georgette Chéou. Madame? Georgette Chéou. Bienvenue, madame. Georgette Chéou. Oui, Merci. bienvenue. Vous nous appelez d'où ce matin? Voilà, bien sûr. Mhm. Le docteur Claude Hector vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, Georgette. J'ai une préoccupation. Il y a 10 ans de cela, non, 11 ans, j'ai fait une prééclampsie où je donnais naissance à une fille au terme de 8 mois et demi. Bon, depuis là, j'ai vraiment une crainte de retomber enceinte. J'aimerais savoir quels sont les facteurs de risque si jamais je décide de le faire. Parce qu'à chaque fois, j'hésite parce que j'ai été un peu traumatisée. Ça fait combien de temps? Bébé à quel âge aujourd'hui? 11 ans. Elle a 3 ans. 11 ans, 11 ans. Ah, elle a 11 ans. Ouais. Hmm. Donc, vous voulez connaître quels sont les facteurs de risque, c'est ça votre question? Non, elle veut savoir Oui, si... je décide de retomber enceinte. Voilà, sa préoccupation, elle voudrait retomber enceinte, mais elle a peur. Elle se demande est-ce qu'il faudrait. Bon, madame, vous pouvez tomber enceinte de nouveau. C'est pas un problème. La prééclampsie peut être... il y a des mesures de prévention. Comme vous êtes à risque, déjà vous avez fait une prééclampsie par le passé. C'est déjà un risque, un facteur de risque. Oui, vous avez un espace intergénésique long. Bon, l'espace intergénésique, c'est un facteur de risque modéré, mais l'antécédent de prééclampsie est un facteur de risque... c'est un facteur de haut risque. Donc vous êtes à risque de faire la prééclampsie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez tomber enceinte, mais toutefois, avant de tomber enceinte, voyez un spécialiste. Pour un bon suivi. Pour un bon suivi. Et toutes les mesures de prévention seront mises en marche. Donc, soyez rassurés, vous pouvez encore tomber enceinte. D'accord. Moi, c'est une nouvelle qui me fait sourire. C'est une bonne nouvelle. C'est bon. Ok, merci. Merci d'être passé par ici. Très bon samedi chez vous. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger donc avec notre invité, notre spécialiste ce matin. On parle de prééclampsie et ça fait plaisir d'entendre ces mots rassurants du docteur Bia, à savoir que oui, les risques sont réels, mais il est possible de prendre les précautions nécessaire pour qu'on n'arrive pas à une catastrophe. Ça fait plaisir à entendre parce que tout à l'heure on avait quand même un petit peu peur. Oui, Là c'est beaucoup plus rassurant. Merci d'être passé par ici à Georgette. 650 25 25 50. Bien sûr, ce sont des réactions en lien avec la thématique que nous vous recommandons d'avoir, ne pas sortir du sujet. Alors, docteur Bia, l'hôpital Acantini a organisé il y a quelques jours, c'était le 22 avril 2026, tout un symposium sur cette maladie-là. Alors, pourquoi une telle initiative? Donc, cette initiative vient d'un certain monsieur Ebenet, qui est le président d'une association nommée Le Combat d'Olivia.
Donc, ce monsieur, il a perdu sa fille, d'ailleurs, qui s'appelait Olivia. Donc, c'est par rapport au décès de sa fille qu'il a créé cette association. Donc, c'est une association qui milite pour la lutte et la sensibilisation contre cette pathologie qu'est la pré-éclampsie. Donc, à l'occasion de l'anniversaire du décès de sa fille, parce qu'elle est décédée l'année dernière, le 22 avril 2025, elle est décédée de pré-éclampsie et de ses complications. Donc, pour l'anniversaire du décès de sa fille, il a décidé donc de faire un don. C'était en cadre de... De faire un don de tensiomètre, de bandelettes urinaires qu'on utilise pour dépister la pré-éclampsie. Donc, il a décidé de faire ce don à la Quintini. Et il a décidé aussi de sensibiliser le public général sur cette pathologie pour que d'autres ne meurent pas comme sa fille. Donc, en accord avec la direction de l'hôpital, tout ça s'est passé lors de ce symposium. La sensibilisation dont nous parlons depuis tout à l'heure, depuis d'ailleurs le début de ce programme. Alors, docteur Bia, on a vu que il n'est pas toujours possible d'éviter une prééclampsie. En tout cas, quand on regarde les facteurs de risque, ce n'est pas toujours évident à chaque fois d'éviter. Mais il y a quand même une possibilité si on part sur si on part sur cet autre, comment je l'appelle, ce facteur de risque qu'est un antécédent de prééclampsie. Oui. Alors, comment éviter d'en avoir, c'est-à-dire que la prééclampsie zéro, comment éviter de ne pas avoir, parce que c'est la prééclampsie zéro qui peut conduire à la prééclampsie 1, 2 et ainsi de suite. Comment ne pas avoir le zéro? Est-ce qu'il y a une alimentation que la femme enceinte devrait avoir? Est-ce que ça contribue à lui éviter un cas de prééclampsie? Bon, déjà, il faut savoir que la prééclampsie, on ne peut pas l'éviter à 100%. Okay. On peut juste dépister, c'est-à-dire identifier les facteurs de risque. Donc, on ne peut pas l'éviter complètement. On peut réduire le risque en faisant un dépistage et une prévention précoce. Donc, en ce qui concerne le dépistage, ça commence par l'identification des facteurs de risque dont nous avons parlé tout à l'heure. Et mesurer la tension artérielle à chaque consultation prénatale. D'accord. Mesurer la protéinurie, c'est-à-dire les protéines dans les urines, systématiquement chez les femmes à risque, à toutes les consultations prénatales. Et faire la sensibilisation sur les signes. Donc, les signes qui traduisent une prééclampsie. Nous avons le flou visuel, les céphalées qui ne cèdent pas aux antalgiques usuels, douleur à l'épigastre, sensation de bourdonnement dans les oreilles. Ce sont des signes annonciateurs de prééclampsie. Donc, on sensibilise les femmes sur ces signes-là. Maintenant, quand le diagnostic est posé, ou alors chez les femmes à risque, qu'on a identifié des femmes qui ont des facteurs de risque, on débute les mesures préventives. Donc, chez la femme enceinte, on donne une supplémentation en calcium, on donne une supplémentation en aspirine à faible dose à partir de la 16e semaine, avant la 16e semaine, et on stoppe autour de la 38e semaine. D'accord. Si on vous a bien compris, docteur Mbia, eh bien, c'est que la seule prévention, ou alors la seule précaution pour se prémunir, c'est les consultations prénatales. Oui, consultations prénatales de bon suivi par les spécialistes. Au téléphone, allô, bon matin. 650 25 25 50. Allô, bon matin. Malheureusement, déjà parti, nous fait signe Ibrahim Donassabé de l'autre côté de la partie technique. 650 25 25 50, c'est ce numéro qui vous permettra donc d'échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin. La seule prévention possible, c'est le respect de son calendrier des consultations prénatales. Lorsque vous avez démarré et que le médecin vous a donné rendez-vous, il faut pouvoir honorer ce rendez-vous-là. D'ailleurs, on va parler de la gratuité de ces consultations prénatales tout à l'heure. Au téléphone, on prend d'abord cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô? Bon matin, madame. Comment je vous appelle? L'homme depuis Bafoussam. Bienvenue, nous passons un bonjour particulier à toutes les populations de Bafoussam. On espère que la ville se réveille dans de bonnes conditions après la fête hier.
Bon, nous y revenons peu à peu. D'accord. Le docteur Mbia vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, Laure. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais connaître quelque chose à base concernant la prééclampsie, là. Oui. S'il vous plaît, c'est possible que une parturiente accouche normalement et fasse l'éclampsie après? Oui, c'est possible. C'est possible. Cela peut être dû à quoi, je vous en prie? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la prééclampsie, c'est un défaut de placentation. Donc, il y a une mauvaise insertion du placenta. Donc, dû à cette mauvaise insertion, les vaisseaux maternels Bon, s'il vous plaît, docteur, je ne vous coupe pas. J'ai plusieurs paliers de questions. J'aimerais poser, je raccroche, j'écoute à la radio, c'est possible? Non, quand vous posez Bien un sûr. Allons-y. D'accord. Allons-y. Allons-y, Laure. Le docteur vous écoute. Oui, je disais tantôt que est-ce possible qu'une parturiente accouche et fasse la pré-éclampsie après? Oui, c'est la Ma première question. Oui. Oui, et la deuxième, j'aimerais savoir, est-ce que la parturiente également suit les visites prénatales chez un gynécologue? Cela je ne sais pas, il n'y a pas de pic de dépistage. J'aimerais savoir tout cela. J'avoue que j'ai pas compris Moi la même, j'ai deuxième pas question. compris. J'ai Je pas dis détecter le dépistage qu'une parturiente peut faire l'éclampsie. Je sais pas. Elle suivait ses consultations prénatales et vous ne comprenez pas pourquoi elle a fait une éclampsie après, c'est ça? Oui, sans signe, sans annonce de son gynécologue. D'accord. Ce sera tout? Et les préventions aussi, j'aimerais savoir. Merci, c'est tout. D'accord. Très bon samedi chez vous. Docteur Hector. Ok. Alors, il faut comprendre que la prééclampsie se dépiste. Bon, sa première question, c'était de savoir si c'est possible de faire... si c'est possible d'avoir une éclampsie après l'accouchement. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire la prééclampsie après l'accouchement, ce qu'on appelle prééclampsie du postpartum. D'accord. Et la pathologie en elle-même est due à une mauvaise placentation. Et due à cette mauvaise insertion du placenta, il y a les vaisseaux de l'utérus qui ne se sont pas bien dilatés au début de la grossesse. Donc, parfois, même après avoir fait une vacuité utérine, c'est-à-dire elle a accouché, on a déjà retiré le placenta, elle peut toujours faire une prééclampsie parce que ces vaisseaux-là ne s'étaient pas bien dilatés au départ. Donc, après l'accouchement, on appelle ça prééclampsie du postpartum. Et sa préoccupation, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle respectait, elle suivait ses consultations prénatales et son médecin n'a pas vu que ça pouvait arriver. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prééclampsie, c'est une pathologie qui n'a pas encore été bien comprise à 100% sur le plan scientifique. Donc, parfois, il peut y avoir des signes annonciateurs, comme je l'ai cité tout à l'heure, les céphalées, flou visuel et autres. Mais parfois, il n'y a pas de signes annonciateurs. La tension artérielle est normale, tout le suivi de la grossesse, pas de signes annonciateurs. Et puis, un beau jour, la femme convulse comme ça, soit avant l'accouchement, quelques jours, mais parfois pendant même le travail, ça peut survenir pendant le travail. Or, tout le suivi était normal. Parfois, ça peut survenir après l'accouchement. Alors, pendant la grossesse, les tensions artérielles étaient normales, il n'y avait pas de protéines dans les urines, il n'y avait rien, pas de signe annonciateur. Et puis après l'accouchement, ça survient comme ça. Donc, c'est une pathologie qui n'a pas encore été comprise à 100%. On l'étudie toujours jusqu'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas encore bien l'expliquer pour le moment. Au téléphone, allô, bon matin. Déjà reparti et on s'achemine pratiquement, on est pratiquement arrivé au terme d'ailleurs de cet autre numéro où on reparlait de la prééclampsie. On va sortir en invitant les uns et les autres à ne pas manquer, si l'occasion se présente, de faire un tour à l'hôpital La Cantine de Douala où les consultations prénatales sont gratuites. Oui, elles sont gratuites depuis l'année dernière. Voilà, 1 an déjà que c'est le cas. Je ne sais pas si finalement, cet auditeur qui voulait passer la semaine dernière, qui a appelé, finalement est arrivé, on ne sait pas. À l'hôpital. À l'hôpital. Oui, il est arrivé. Je l'ai reçu mercredi en consultation. Je l'ai reçu. Oui. D'accord, magnifique. Point final à ce numéro de La Cantine avec vous. Merci infiniment, docteur Claude Hector Mbia. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Merci de rester connectés. Tout de suite, JFN. Merci, Gertrude. L'hôpital La Cantini de Douala.
toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les